Voilà. Bonjour à tous, et puis merci pour l'invitation. Alors, le sujet d'aujourd'hui, c'est la dépression dans le contexte de maladie de Parkinson. Je propose de vous parler un peu des différents symptômes, des symptômes de dépression, en particulier dans la maladie de Parkinson, parce que on peut avoir, on observe des différences par rapport aux épisodes dépressifs classiques. Vous parlez des causes éventuelles et des conséquences, et puis des aspects thérapeutiques. Et puis en fonction du temps, peut-être qu'on évoquera un peu les autres symptômes d'ordre mental qu'on peut rencontrer dans la maladie. Je ne sais pas si on aura le temps ou pas, mais je peux répondre à vos questions. Vous savez tous que la maladie de Parkinson, c'est une affection neurodégénérative qui est caractérisée avant tout par des symptômes moteurs, mais également par des symptômes non moteurs. Les symptômes moteurs sont, on va dire, par ordre de fréquence décroissante, l'hypokinésie, le ralentissement moteur, la raideur, qu'on appelle rigidité, le tremblement et les troubles de la posture et de la marche. Et au départ, on pensait, il y a très longtemps, quand M. Parkinson a décrit la maladie, on pensait que c'était une maladie que motrice. Et puis, et à l'heure actuelle, il est tout à fait bien établi qu'elle s'accompagne également de symptômes non moteurs qui sont essentiellement des troubles du sommeil, des troubles du système nerveux autonome avec les troubles urinaires, les troubles de la sexualité, les troubles digestifs, les modifications de la tension artérielle aussi, les troubles cardiovasculaires, la fatigue et l'anxiété et les troubles de l'humeur. On sait aussi que, en général, on a ce qu'on appelle une lune de miel, c'est-à-dire une période où on répond très très bien au traitement et tout est bien sous contrôle, et qu'après 5 à 10 ans de moyenne de durée d'évolution, on peut avoir des complications qui sont essentiellement des fluctuations motrices et des dyskinésies, donc des mouvements incontrôlables. Alors la dépression. Les symptômes de la dépression au sens classique, c'est quoi? C'est un sentiment de tristesse, de désespoir, des idées sombres, d'accablement, de peur, d'angoisse, de difficulté à prendre des décisions, une perte d'intérêt pour ses activités habituelles, voire ses hobbies, des troubles du sommeil et des modifications du poids et des troubles de l'appétit avec une perte ou une augmentation de l'appétit. Selon la littérature, je dirais qu'il y a une moyenne de 50% de patients atteints de maladie de Parkinson qui ont des symptômes dépressifs et ou d'anxiété. Dans la littérature, ça varie entre 20 et 60% aussi, en fonction de comment c'est évalué. Voilà, mais la moyenne est 50% et c'est relativement commun dans toutes les études. Évidemment, la dépression va avoir un impact sur la qualité de vie, et ce, indépendamment des troubles moteurs. Et il semble qu'elle est sous-diagnostiquée, sous-prise en charge. La dépression et l'anxiété peuvent survenir avant le début de la maladie, ce qui est assez fréquent. On peut considérer que ça peut être un des premiers symptômes de la maladie, et en même temps, toute dépression ne va pas évoluer vers une maladie de Parkinson. Donc, c'est vraisemblablement un symptôme de la maladie, mais une dépression n'est pas nécessairement
peut survenir dès le début de la maladie ou au cours de la maladie. Il semblerait que les troubles anxieux et dépressifs soient plus fréquents dans les maladies de Parkinson à début précoce, mais on montre aussi qu'il y en a de plus en plus avec l'évolution de la maladie. L'impact, c'est quoi? Plus une altération de la qualité de vie avec un handicap qui peut être plus marqué et plus de dépendance. Une aggravation plus rapide des troubles moteurs et en particulier du tremblement. Une moins bonne réponse au traitement. Ça peut avoir un impact sur l'apparition ou une aggravation de troubles cognitifs. Et des difficultés à finalement se prendre en main par rapport à sa maladie. Gérer toutes les mesures nécessaires ou en tout cas très utiles et très bénéfiques de sociabilisation, de faire ses exercices physiques, de faire sa kinésithérapie, d'être motivé pour bien prendre son traitement comme il faut le prendre, et également à continuer ses propres activités. Alors, comment est-ce qu'on fait un diagnostic? C'est là que ça se complique un peu. Première chose, c'est évidemment les plaintes du patient, mais on se rend compte que le patient ne vient pas facilement avec ce genre de plainte spontanément, donc c'est important d'en parler en consultation. De voir aussi si l'entourage a observé des modifications du comportement ou de l'humeur. Et puis, on a remarqué que par rapport aux symptômes que je vous ai globalement cités de dépression au sens large du terme, il y a des symptômes plus caractéristiques de dépression dans la maladie de Parkinson qui sont la dynamie, une fatigue, une apathie, une incapacité qui n'est pas motrice, qui n'est pas liée au handicap moteur, une incapacité à se mettre en route pour faire ses activités, même celles que l'on adorait faire avant. On veut le faire, mentalement on veut le faire, on est capable sur le plan moteur, et pourtant, c'est le moteur interne qui n'y est pas. On se rend compte que tout ça a des bases neurophysiologiques et au niveau des neurotransmetteurs, donc ça s'explique bien tout ça sur le plan de la physiologie. On voit aussi qu'il y a une prédominance de ce qu'on appelle l'anédonie, c'est-à-dire la perte du plaisir aux activités. Une diminution aussi de la réactivité aux stimuli émotionnels. En revanche, on voit que les symptômes de dépression dans la maladie de Parkinson sont souvent moins marqués que dans un épisode dépressif en dehors de la maladie de Parkinson. Mais ce qui fait que comme les symptômes sont plus discrets, moins flamboyants que dans un épisode dépressif majeur, ben, c'est encore plus difficile à diagnostiquer. Il y a plus d'anxiété, plus de pessimisme, il y a une perte de motivation de se prendre en charge et de se soigner, plus d'irritabilité et en revanche moins de sentiments de culpabilité, alors moins d'actes suicidaires réussis et moins d'émotions extrêmes. Donc on est beaucoup plus dans le côté apathie, fatigue, adynamie. Les tableaux peuvent être très variables dans leur durée, dans leurs symptômes. Et pourquoi est-ce que c'est si difficile de poser un diagnostic? C'est parce qu'il y a aussi une confusion possible avec les symptômes parkinsoniens. Un patient qui a une dépression peut être très peu expressif, et on sait que
le manque d'expressivité du visage, c'est un des symptômes cardinaux de la maladie de Parkinson. Donc, on peut confondre, et ce côté apathique est aussi un des symptômes: ralentissement, apathie, perte de la motivation. C'est aussi quelque chose qui est très présent dans la maladie de Parkinson, même sans diagnostic. Et donc, le diagnostic est parfois difficile à faire. Ce qui est aussi un obstacle au diagnostic, c'est finalement que le patient ou la patiente ne s'en plaint pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on ne s'en rend pas compte, ou on ne veut pas en parler, parce qu'on pense que c'est stigmatisé, que c'est embarrassant de parler de ce genre de choses, et que finalement, en prenant sur soi, ça va aller. Or, ça fait partie de la maladie, et c'est lié au changement neurochimique du cerveau. Donc, il faut le prendre en charge. Il faut en parler et il faut le reconnaître. Au niveau des causes, finalement, on se rend compte que, comme je l'ai dit, qu'il y a des modifications neurochimiques dans le cerveau qui sous-tendent l'apparition de symptômes dépressifs ou anxieux. Et puis, il y a aussi, finalement, tout ce qui est réactionnel au diagnostic et à l'évolution de la maladie. Et quand on se rend compte qu'on perd un petit peu, ou qu'on fait moins bien, ou qu'on fait plus du tout ce qu'on était capable de faire avant, on peut effectivement avoir un trouble dépressif, une humeur triste par rapport à cette évolution. On se rend compte aussi qu'il y a des facteurs de risque ou des facteurs favorisants. Un antécédent dépressif est un facteur qui peut favoriser qui va favoriser la survenue d'une dépression. Certaines études disent que les femmes sont plus à risque, et en tout cas les femmes vont avoir plus de sentiments de tristesse, alors que les hommes vont être beaucoup plus apathiques dans leurs symptômes. La personnalité, le stress, l'isolement social est un facteur de risque. Des mauvaises stratégies d'adaptation, quand on peut être un peu ambivalent, on veut continuer à faire ce qu'on ne peut plus faire, et on se confronte toujours à des échecs, ce qui peut entraîner finalement un sentiment de dépression. J'ai dit tout à l'heure un début précoce, la durée d'évolution de la maladie, ce sont des facteurs de risque de développer un épisode dépressif. Quelles sont les conséquences? C'est l'isolement social, c'est la réduction des activités, c'est un impact sur les relations amicales, sociales ou familiales. Ça va aussi avoir un impact sur les fluctuations motrices, sur la réponse au traitement et la qualité de vie, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, finalement, tout ce qu'on conseille comme prise en charge, en plus du traitement pharmacologique de la maladie de Parkinson, c'est-à-dire favoriser les liens sociaux, favoriser les activités manuelles, les activités physiques, les activités cognitives, tout ça va passer à la trappe, et donc c'est une spirale infernale qui s'installe. Peut-être une chose qui est certainement très importante, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, au fur et à mesure de l'évolution, après cette fameuse lune de miel, on voit souvent apparaître des fluctuations motrices qui sont liées à une réponse au traitement qui s'épuise un peu. Et donc, on a ces fameuses périodes on, où ça va bien,
hein, où on est complètement mobile. Et puis cette période off, qui sont des périodes de blocage. Et en fait, on a remarqué qu'on peut avoir des fluctuations de l'humeur qui sont parallèles à ces fluctuations motrices on-off. Et donc, dans ces cas-là, si on améliore les fluctuations motrices, on va améliorer ces épisodes de dépression, de moments de dépression qui peuvent être multiples au cours de la journée et suivre les fluctuations motrices. Ça peut aussi être une symptomatologie plus anxieuse ou plus douloureuse, mais qui peut être vraiment parallèle à ces on-off moteurs que l'on observe. Le traitement. Il y a deux aspects importants dont il faut tenir compte. C'est les effets des traitements anti-parkinsoniens sur les symptomoteurs et la dépression, et les effets, positifs et négatifs d'ailleurs, des médicaments antidépresseurs sur les symptomoteurs, les symptômes de dépression et les effets secondaires éventuels de tout ça. Alors, en ce qui concerne les fluctuations de l'humeur qui suivent les fluctuations, enfin qui sont concomitantes aux fluctuations motrices, on voit que mais finalement, traiter ces fluctuations par une amélioration du traitement par dopamine va souvent régler la situation. Donc, ici, je vais parler plutôt des symptômes dépressifs qui ne sont pas liés à ces fluctuations. On sait que la base du traitement anti-parkinsonien, c'est la dopamine. La dopamine, sous forme de L-Dopa, est un traitement qui finalement va substituer le manque de dopamine. Et là, on voit que, à part dans les fluctuations motrices dont je viens de parler, la L-Dopa ne semble pas avoir une activité antidépressive majeure, sauf en améliorant l'aspect moteur. Parce que si on améliore l'aspect moteur, on peut avoir finalement une amélioration de comment on se sent sur le plan général. Par contre, ce qu'on appelle les agonistes dopaminergiques, donc le pramipexole ou mirapexin, le ropinirol ou Ripley, tous ces médicaments-là semblent, cette famille de médicaments-là, qui vont stimuler la dopamine restante, les cellules, semblent avoir un effet antidépresseur. Je dis semble parce qu'il y a peu d'études, il y a eu une grosse polémique là-dessus il y a longtemps, il y a une quinzaine d'années. Ça a été prouvé en laboratoire, mais je n'ai en tout cas pas trouvé de grosses séries d'études vraiment formellement menées pour le prouver, mais il semble que ça a un effet antidépresseur. Le traitement, les autres antiparkinsoniens, je pense aux Zazilec et compagnie, ne semblent pas avoir non plus d'effet antidépresseur spécifique. Les effets des antidépresseurs, là aussi, il n'y a pas vraiment et pas beaucoup d'études. Mais on s'est rendu compte que quand même, les antidépresseurs vont avoir souvent un effet bénéfique sur la dépression et aussi sur les symptômes moteurs. Je vous ai parlé de la L-Dopa avec son effet, pas antidépresseur direct, mais sur la kinésie et qui peut donner une amélioration mentale à ce niveau-là aussi, parfois spectaculaire. Les agonistes, je vous en ai parlé aussi, donc le mirapexin, Ripley et tout ça. En ce qui concerne les vrais les antidépresseurs reconnus comme tels, il y a les anciens qui ont été certainement plus étudiés que les plus nouveaux.
Mais tant les anciens antidépresseurs que les nouveaux ont un impact positif sur la dépression. Les anciens antidépresseurs ont été plus étudiés et peut-être un peu plus efficaces, mais ce n'est pas certain. Mais par contre, c'est les fameux tricycliques. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. C'est Redomex, c'est Nortrilène, c'est peut-être les deux plus fréquemment utilisés, mais qui peuvent avoir des effets secondaires de confusion, de majorer l'hypotension, et donc attention surtout quand on prend de l'âge. En revanche, les nouveaux antidépresseurs, ils sont plus si nouveaux que ça, de type inhibiteur de la recapture de la sérotonine, comme le serlin, sertraline, cipralexa, je ne veux pas faire de pub, mais je peux les plus souvent utilisés, sont certainement plus sécurisants à utiliser. Petit risque d'augmentation des troubles du sommeil, parce qu'on peut avoir des jambes agitées, syndrome des jambes sans repos dans le Parkinson. On peut avoir des rêves agités, des rêves vécus. Dans le Parkinson, ces antidépresseurs-là peuvent majorer ça, donc il faut juste être attentif. Mais ça ne justifie certainement pas de ne pas les utiliser. Donc, par rapport aux pharmaciens, je suis peut-être moins catégorique par rapport au traitement. Les benzodiazépines, Xanax, Temesta, tous ces trucs-là. Ok, ça marche bien sur l'anxiété, mais on sait que sur le long terme, c'est hyper addictogène. Ça augmente énormément le risque de chute et de déclin cognitif. Outre la somnolence que ça peut entraîner la journée, donc jamais à long terme. Et évidemment, on ne peut pas parler des traitements de dépression sans parler des traitements non pharmacologiques qui sont le soutien individuel, la psychothérapie individuelle ou en groupe, les groupes de parole, tout ce qui est sophrologie, relaxation et tous les conseils qui peuvent être donnés par finalement tous les professionnels sur l'adaptation du mode de vie et comment faire avec ses capacités actuelles. Si on résume comment on peut systématiser la prise en charge de la dépression dans un contexte de maladie de Parkinson, c'est d'abord et avant tout optimaliser le traitement anti-parkinsonien. Si les symptômes moteurs sont bien contrôlés, on ne change rien. Deuxièmement, enrôler la personne dans un programme éducationnel et ou de soutien. Troisièmement, ajouter un agoniste dopaminergique, puisque pour ses propriétés antidépressives supposées, on sait que ces médicaments-là, on y va très progressivement, avec un schéma progressif par semaine. Et donc, il faut atteindre la bonne dose, attendre encore au moins un mois avant de se dire « Ok, il y a un effet ou il n'y a pas d'effet ». Évidemment, si ce n'est pas toléré, c'est autre chose. On en parle plus vite. Si ça ne suffit pas, on envisage un traitement antidépresseur de nouvelle génération. Si ça ne suffit pas, on peut remplacer cet antidépresseur par un autre. Parfois, il y a juste une non-réponse à une molécule, mais une bonne réponse à une autre. Voire combiner des traitements antidépresseurs. Donc, on a vraiment un algorithme qui est progressif dans la prise en charge. Ça va ?
Alors, oh, ça va. Peut-être pour résumer, les messages importants, c'est d'abord la dépression, l'anxiété, ce sont vraiment des pathologies et on ne fait pas exprès, on n'est pas faible de souffrir de dépression et que d'autre part, ça fait également partie des symptômes de la maladie de Parkinson. Ça peut être traité de façon adéquate. Donc ça vaut peut-être la peine de ne pas prendre sur soi, mais plutôt en parler, communiquer ça à son médecin traitant, à son entourage ou à son neurologue. Se souvenir qu'il y a d'une part l'adaptation du traitement anti-parkinsonien et d'autre part l'éventuel ajout d'un traitement antidépresseur, que ce traitement ne sera efficace qu'après plusieurs semaines, que donc il faut un peu de patience et que souvent, la plupart du temps, une intolérance dans les premiers jours s'estompe après une dizaine de jours, 10-15 jours maximum. Et que si malgré tout un traitement n'est pas efficace ou n'est pas toléré, il peut être modifié. Qu'une prise en charge complémentaire en thérapie de soutien, en l'exercice physique est aussi un excellent antidépresseur. Par la production naturelle finalement d'endorphines et d'hormones qui vont améliorer l'humeur et le ressenti physique également. Et que peut-être qu'il faut vraiment se poser la question quand on a l'impression ou quand l'entourage constate qu'il y a une modification de l'appétit, une modification du sommeil, du niveau d'énergie, d'un niveau d'irritabilité ou d'anxiété ou de difficulté à se concentrer, qui sont peut-être les premiers symptômes à identifier et qui justifient peut-être d'en parler. Voilà, ça c'était sur le plan de la dépression. Je ne sais pas si on pose des questions, si je parle un peu d'autre chose. Je continue. Il y a d'autres symptômes qui sont d'ordre psychiatrique au sens large qui peuvent être rencontrés dans le contexte de maladie de Parkinson. Il y a l'anxiété qui est finalement assez fort liée à la dépression, qui se définit plus par des symptômes de nervosité, d'inquiétude, de sensations fébriles. Et qui peut, il faut juste le savoir, être suivi, survenir rapidement après la prise de L-Dopa. Donc ça vaut la peine d'en parler aussi parce que ça peut être lié au traitement. Mais le plus souvent, c'est lié aux aspects dépressifs qui sont liés à la maladie. Je ne parle pas tellement de l'anxiété parce que finalement la prise en charge thérapeutique est fort similaire à la prise en charge de la dépression puisque les antidépresseurs sont également des anxiolytiques et qu'il faut préférer ça aux fameuses benzodiazépines dont on vient de parler. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie de Parkinson, on peut également avoir d'autres symptômes qui sont plus de nature de l'ordre des hallucinations. Alors peut-être dans l'ordre d'importance de ces symptômes, c'est des illusions, une sensation de présence, une impression de passage. Ça peut aller vers une hallucination visuelle plus complexe, vers plus
rarement des hallucinations auditives, voire olfactives. Ça peut aller jusqu'à des idées délirantes, voire des états plus permanents. Ces épisodes d'hallucination ou d'illusion qui sont les plus fréquemment rencontrés surviennent le plus souvent en fin de journée quand la lumière tombe et pendant la nuit, et sont favorisés par la durée du traitement dopaminergique, donc par dopamine, par la durée d'évolution de la maladie, par la présence de troubles visuels, par la présence de troubles cognitifs. Et sur le plan de la prise en charge, le premier traitement est d'abord d'ajuster le traitement anti-parkinsonien, et le plus souvent c'est alléger le traitement en enlevant d'abord les anticholinergiques qui sont les plus pourvoyeurs de ce genre de symptomatologie. Anticholinergiques, c'est ceux qu'on donne surtout pour traiter le tremblement et qu'on a tendance à diminuer, voire arrêter quand on prend de l'âge pour ces raisons-là. Ensuite, on arrête l'amantadine, puis on arrête l'Azilect et les médicaments de cette famille-là, puis les agonistes dopaminergiques, et puis parfois on est obligé de réduire la L-Dopa, mais souvent on essaie d'enlever un maximum de médicaments pour ne plus avoir que de la L-Dopa dans ce type de situation. On peut aussi adapter l'environnement, c'est-à-dire plutôt qu'être dans une atmosphère, ambiance très sombre, maintenir une lumière allumée. On peut traiter les troubles cognitifs et on peut aller jusqu'à avoir besoin de mettre un petit neuroleptique, sachant que les neuroleptiques sont des médicaments calmants au sens large, sont normalement contre-indiqués dans la maladie de Parkinson parce que ça peut aggraver les symptômes parkinsoniens. Mais certains d'entre eux semblent et sont bien connus pour être efficaces en dernier recours face à ces illusions ou ces hallucinations qu'on ne va traiter que si elles sont dérangeantes. Quand le patient critique, dit bah, oui, je sais, c'est encore le chat qui passe, mais je sais que le chat il n'est pas là, et qu'on peut dédramatiser tout de suite, finalement, on peut essayer ne pas traiter, on adapte un peu le traitement du parkinsonien, mais on ne met pas de médicaments spécifiques. Chapitre suivant, les troubles du sommeil. J'imagine que ça parle ou ça pose question à beaucoup de gens. Les troubles du sommeil sont extrêmement fréquents. Plus de 80% des patients évoquent des troubles du sommeil. Ils sont évidemment plus importants, plus fréquents au fur et à mesure de l'évolution de la maladie et de la durée du traitement, et sont liés à plein de choses. D'une part, la symptomatologie motrice. On peut avoir des épisodes d'akinésie extrêmement désagréables et qui vont perturber le sommeil pendant la nuit. Un tremblement, une résurgence de tremblement, des phénomènes de dystonie, surtout au niveau des pieds, des orteils, donc c'est vraiment une sorte de crampe qui peut être douloureuse aussi, donc qui va perturber le sommeil. Des troubles dysautonomie, besoin de faire pipi la nuit, des épisodes d'hypotension, les hallucinations dont on vient de parler, la dépression a évidemment un impact direct sur le sommeil, c'est un des symptômes, l'anxiété, mais aussi des troubles primitifs du sommeil qui sont plus fréquents dans les contextes de maladie de Parkinson, comme les jambes sans repos. C'est un besoin irrépressible de bouger les jambes quand on est en position de repos et en particulier pendant la nuit, qui est soulagé par le mouvement et qui
va avoir vraiment qui va entraver le sommeil. Et donc, on sait que c'est une pathologie déjà assez fréquente comme ça, mais plus fréquente dans le contexte de maladie de Parkinson, les problèmes d'apnée et les troubles du comportement pendant le sommeil. Donc, tout ça va avoir finalement un impact de déstructuration, de fragmentation du sommeil, et donc de sommeil moins récupérateur. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a des insomnies qui sont spontanées ou favorisées par ce dont je viens de parler, ou liées à une hyperactivité nocturne? C'est d'abord éviter d'aller dormir trop tôt, éviter les siestes, traiter la cause éventuelle, donc reprendre la liste de ce que j'ai dit et voir si on peut avoir un impact sur ces choses-là. Modifier le traitement par L-Dopa, mettre parfois une forme prolongée la nuit, Prolopa HBS peut aider. Quand on a un syndrome des jambes sans repos, ça tombe bien, le traitement des jambes sans repos, c'est le pramipexole, c'est le premier traitement. Et donc, on met un agoniste de type pramipexole en fin de journée. On peut donner aussi un antidépresseur un peu plus sédatif le soir pour donc choisir un antidépresseur plus sédatif si on se trouve dans une situation qui l'indique. Les troubles du comportement en sommeil paradoxal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est le patient qui vit ses rêves, qui met en action ses rêves. Ces rêves ont souvent, mais pas toujours, mais un contenu d'agression, de menace, de bagarre. Mais parfois, c'est aussi, on rêve à son ancien métier, et on fait son ancien métier, comme si moi je prenais mon stéthoscope et je mets l'auscultation d'un patient. En fait, c'est lié au fait que normalement, quand on est en sommeil paradoxal, qui est le sommeil du rêve de façon très schématique, on a des mouvements rapides des yeux, mais tout le reste du corps, sauf les muscles respiratoires, heureusement, est paralysé, est atone. Et donc, l'activité mentale est intense, mais l'activité physique est inexistante. Ça, c'est normal. Quand on a des troubles du comportement en sommeil paradoxal, cette atonie, cette paralysie est levée, n'existe plus. Et donc, en fait, on a son activité mentale et on la met en action. Et ça, c'est extrêmement fréquent dans la maladie de Parkinson. Ça n'est pas spécifique. Il y a d'autres maladies neurodégénératives qui ont ces symptômes aussi. Et ça peut précéder la maladie parfois de 10 ans. Donc ça peut être extrêmement précoce. Alors, quand ça n'a pas vraiment d'impact, le patient souvent s'en plaint pas, mais le conjoint s'en plaint un peu plus. Quand ça n'a pas d'impact, on ne traite pas. Mais si ça a un impact, et en particulier sur la sécurité du conjoint ou sur le risque de se blesser, il faut sécuriser un peu l'environnement, mettre un petit coussin sur la table de nuit pour ne pas se taper le coin. Mais on peut traiter avec un peu de Rivotril. Et donc, ces fameux troubles du sommeil-là peuvent être favorisés par les antidépresseurs. Donc, il faut toujours poser un peu toutes les questions concernées. Oui, on met des mini-doses. C'est pour ça que j'ai bien précisé si on n'a pas d'autre solution. Ouais.
elle est moins addictogène que les autres. Mais oui, vous avez raison, ça reste une base. Que le Rivotril reste une benzodiazépine et donc manipulation prudente. Une dernière petite chose, la somnolence diurne est aussi une plainte extrêmement souvent rapportée. Elle peut être favorisée par différentes choses. Premièrement, par un mauvais sommeil de nuit. Hein. Si on ne dort pas bien, si on est réveillé 10 fois pendant la nuit, ben, on va être crevé la journée et c'est normal. Deuxièmement, par les médicaments, en particulier les agonistes, donc mirapaxine, pramipexole. Mais aussi, il y a des modifications cérébrales. On peut avoir des attaques de sommeil comme un peu comme dans la narcolepsie, comme ça on sent pas le sommeil arriver, pouf, on s'endort pendant la journée. Et ça semble être quelque chose qui est lié aussi aux modifications neurochimiques du cerveau. Voilà. Je pense que j'ai un peu fait le tour et qu'il est plus d'une heure. Super, j'ai jamais essayé.